Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, merci, je m'appelle Emma. Et vous avez quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, je suis en couple depuis 5 ans avec John. Quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite su que c'était la bonne personne. J'ai toujours eu envie de fonder ma famille, me marier. Et les personnes que j'ai rencontrées avec lui, c'était pas ça. John, j'ai tout de suite compris que c'était OK. Et donc notre relation a très bien démarré, aucun problème. Il s'est très bien entendu avec ma famille, je me suis très bien entendue avec sa famille. On vient de deux religions différentes. Moi, je suis juive, pas très pratiquante, mais avec des valeurs très fortes qu'il connaît depuis le début. On en a déjà parlé, on en avait déjà parlé plusieurs fois ensemble. Par exemple, si un jour on a des enfants et qu'on a un garçon, c'était pas possible pour moi de ne pas envisager une circoncision. C'était OK pour lui. Lui, donc, est catholique, pas du tout pratiquant, mais ça a jamais fait de problème dans notre relation. Après, 1 an après le début de notre relation, je suis tombée enceinte. Donc, c'était pas du tout prévu, mais j'ai fait une fausse couche. Et bon, ça a été difficile évidemment, mais ça nous a montré qu'on était sûr de vouloir avoir des enfants ensemble. Moi, j'étais prête pour recommencer tout de suite. Lui, il était un petit peu plus hésitant au début, mais finalement, il a accepté. Et quelques mois après, notre fille est née. Euh, Donc, elle a quel âge maintenant, votre fille? Maintenant, elle a 2 ans et demi. Donc quand elle est née, peu après, enfin le lendemain du retour à la maison de la clinique, John est retourné travailler directement. Alors il est indépendant, il a un garage qu'il tient avec un associé, mais bon, enfin justement il a un associé, il aurait pu rester quelques jours à la maison. Bon, c'était ok, il est parti travailler et le soir il allait fêter la naissance de notre fille avec ses amis au restaurant. Donc j'étais vraiment vulnérable, très déçue, fatiguée. Ouais, Mais entre bon, nous, c'est un concept de fêter la naissance de sa fille avec ses ouais, copains et pas être auprès de sa femme. c'est ça. Bon, bah, il y a eu quand même Étrange. 5 jours de clinique. Il aurait pu le faire pendant ces jours-là, ça aurait été mieux. Ouais, c'est particulier, mais on va continuer à écouter votre histoire. Ok, Voilà. donc ça se passe le jour de Euh, la naissance. donc bon, après les choses se sont mises en place gentiment. Et on a acheté une maison ensemble. C'était un projet qui était important pour nous. On s'était toujours dit, notre fille, elle marchera dans sa maison, elle fera ses premiers pas dans sa maison. On a réussi notre objectif, donc on était très contents. Et je suis en même temps très rapidement tombée enceinte de mon deuxième enfant. Ils ont 13 mois d'écart, donc aujourd'hui, il a 1 an et demi. Sauf que à la fin de la grossesse de mon fils, j'ai vécu un drame dont je subis encore des conséquences et j'ai encore des séquelles aujourd'hui. Mon père s'est suicidé. J'étais très très proche de mon père, donc ça a été au-delà d'un choc. Enfin, c'est un vide immense en fait. Enfin, de plus avoir de repère paternel, c'est très difficile pour moi. Et le jour de la naissance de mon fils, donc quelques semaines après le départ de mon père, et ben avec John, on s'est disputé à la clinique et l'ambiance était lourde, j'ai beaucoup pleuré.
Cette grossesse a été vraiment éprouvante pour moi et en fait, quand on est arrivé à la clinique, j'étais à peine à 37 semaines, mais enfin, j'étais à 36 semaines et 5 jours, quelque chose comme ça. Et on m'avait dit de prendre un médicament pour stopper les contractions et j'ai refusé de prendre ce médicament parce que je disais à John, c'est hors de question, je ne rentrerai pas à la maison ce soir, il va naître aujourd'hui, c'est pas possible. Et du coup, lui n'était pas du tout favorable au fait que je ne prenne pas le médicament, donc ça a fait une histoire et l'ambiance n'était pas du tout agréable. Enfin, pour accueillir un enfant, on n'était pas vraiment dans les meilleures conditions ce soir-là. Et évidemment, bah, c'est un garçon, donc pour moi, c'était inévitable. La circoncision allait être faite. Et pour moi, c'était plus pas un sujet de dispute, vu que c'était clair depuis même avant la naissance de notre fille, en fait, que si un fils arrivait, je ne pouvais pas passer au-dessus de ça. Et évidemment, bah, le jour où c'est arrivé, ça a fait un conflit sur lequel on est passé encore une fois au-dessus. Pourquoi ça a été un conflit alors? Qu'est-ce que lui a dit à ce moment-là? Lui disait à ce moment-là que ça le dérangeait de ne pas être comme son fils. Enfin, ou que son fils ne soit pas comme lui. Et puis après, aussi en toute objectivité, il est venu au rendez-vous de la circoncision. Donc, ça a été fait chez un urologue qui est très bien reconnu, enfin, dans des bonnes conditions. C'était pas du tout, enfin, c'était dans un milieu médical. Mais c'est vrai que ben, le geste n'est pas bah, très, très. C'est assez douloureux à regarder quand même. Mais Mm. donc, il a plutôt mal vécu. Moi, j'ai plus eu l'habitude par. Ouais, Bah, la culture. religion, etc. Je Mm. connais plus ça. Lui, c'était plus une première fois et il l'a pas très bien vécu, ce que je peux comprendre, mais en même temps, il a fait l'étonner, mais c'était pas une raison d'être étonné parce que je me suis pas réveillée du jour au lendemain en lui disant j'ai décidé ça cette nuit et ça sera aujourd'hui. Mm. Il le savait. Oui, donc c'est pour ça que j'essaie de comprendre pourquoi en un coup ça devient une sorte de conflit. Donc il dit à la fois bah, le geste, ben, il a du mal à le comprendre et à le vivre. Il y a le fait que son fils ne ressemble pas, il n'est pas la même apparence de pénis que son fils, quoi, parce qu'en fait c'est ça dont il parle. Ok, et il y avait d'autres choses ou pas? Il n'y a pas eu d'autre chose, mais des fois, je me pose la question si, au final, ben, le fait qu'il soit pas du tout pratiquant et moi, alors je ne suis pas pratiquante, mais il y a vraiment des choses auxquelles je tiens. Peut-être que certaines choses le dérangent finalement dans ma religion, ou j'essaie de lui poser la question plusieurs fois et à chaque fois, il me dit non, pas du tout, non, pas du tout, mais j'ai jamais réussi à avoir réellement une réponse concrète. Donc, ça reste toujours un sujet faut pas trop approfondir dedans parce que sinon, bah, ça va pas aller. Et est-ce que par rapport à d'autres traditions, il est aussi un peu en résistance? Ben, une fois, par exemple, ma mère a déménagé et dans sa nouvelle maison, elle a fait une sorte de crémaillère et puis la pose des mezuzot sur ses portes, en fait. Et évidemment, quand on les a posées, bah, les hommes qui étaient présents portaient la kippa. Et il y a quelqu'un qui en a posé une sur la tête de notre fils et il n'était pas très content. Ou alors, ma sœur a ses enfants qui sont dans une école juive et je trouve que le parcours scolaire que l'école propose est génial en termes de tout ce qu'ils peuvent apprendre, etc. Enfin, je trouvais ça vraiment bien. Et quand j'en ai parlé à John, pour lui, c'est pas possible de mettre les enfants là-bas parce qu'il veut pas que ils soient que dans le même milieu. Alors que ma mère garde des enfants, elle est nounou et elle s'occupe de deux filles qui sont dans une école catholique qui est tenue par des bonnes sœurs. Et pareil, souvent elle me raconte le programme de l'école que je trouve alors incroyable. Et là, pour le coup, ça ne le dérangerait pas de mettre les enfants dans cette école. Donc, D'accord, oui. Donc ça bien, fait quand même plusieurs voilà, sources de conflits entre vous. un petit peu. Voilà. Mm. Et puis, à côté de ça, donc, il le sait, enfin, moi, ça n'a jamais été un secret, enfin, ça a toujours été un rêve d'enfant pour moi de me marier. Et il le sait depuis qu'on s'est mis ensemble. Et bah, le premier Noël qu'on a passé ensemble, il m'avait offert une très belle bague d'une marque que j'aime beaucoup. Et il m'avait dit, en plus, devant ma famille, donc il m'avait dit, la prochaine, ça sera la bonne.
Et donc, maintenant, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, pendant toutes ces années, j'ai espéré et j'ai attendu une demande en mariage. Je lui disais clairement que c'était important pour moi. On avait même déjà les alliances euh, avant même qu'il fasse sa demande. Et du coup, j'espérais cette demande. Je me suis dit, bah, peut-être après une naissance, pendant mon séjour à la clinique, ou à mon retour à la maison, ou lors d'une fête des mères, ou à mon anniversaire, ou à notre anniversaire de couple. Enfin, toutes les occasions étaient bonnes pour moi pour qu'il fasse sa demande. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Et puis, j'admets que bah, je lui faisais savoir, enfin, que j'attendais cette demande et je lui en parlais. Mais bon, ça venait pas. Et finalement, ah oui, pour cette demande en mariage, en plus de ça, quand j'ai récupéré les affaires de mon père, il y avait une pierre que je trouvais magnifique dans les affaires de mon père. Et j'ai pris cette pierre et je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais qu'elle soit montée sur une bague et comme ça, bah ma bague de fiançailles, il y aura quand même la pierre de mon père, ça me tient à cœur. Donc c'est vraiment, en plus de ça, ça avait pris une ampleur où tout me tenait à cœur, évidemment, et puis en plus de ça, ça avait du sens. Mm. Et Et on va continuer parce que dans tout ce que vous partagez, Emma, aujourd'hui, ce qui est le plus difficile à vivre avec lui, c'est quoi alors? oh, il y a beaucoup de choses. Enfin, parce que justement, le drame en fait actuel, c'est que finalement, l'été dernier, il a fait sa demande pendant nos vacances. Oui. J'étais tellement heureuse. J'étais hyper excitée. J'avais déjà tout imaginé dans ma tête. Évidemment, on a annoncé à nos familles, à nos amis. Il avait même demandé à ma mère, en fait, avant de me faire la demande. Donc, j'étais tellement fière d'avoir enfin eu cette demande. J'étais tellement heureuse de pouvoir enfin avoir quelque chose de joyeux à préparer dans ma vie. Euh, et donc voilà, je suis allée voir des robes, j'ai trouvé la robe, on a trouvé le lieu, on a réservé le lieu, j'ai trouvé le photographe, enfin, tout était, tout s'alignait. Et en fait, 2 mois plus tard, il m'a dit qu'il s'est forcé à faire cette demande, que c'était pas le bon moment pour lui, donc on a tout annulé. On avait déjà envoyé les save the date à tous nos amis, à toutes nos familles, donc il a fallu envoyer un message pour annuler. Je me retrouve avec pas la robe de mariée. J'ai dû annuler le lieu, le photographe, enfin, tout ce que j'avais commencé à entreprendre. Et du coup, bah, je me retrouve maintenant dans un immense chagrin. Et, et bah, ça fait quand même beaucoup de peine. Attendez, vous avez annulé la date du mariage, mais est-ce que vous êtes toujours ensemble? Alors, on est toujours ensemble, mais voilà, maintenant, du coup, ça fait plusieurs semaines que ça va pas Ah, je parce peux que imaginer que ça va être difficile. Hmm. lui, il est hyper soulagé. Le Voilà. mariage le stressait pourquoi? Est-ce qu'il a pu mettre des mots dessus? Non, il m'a pas. Il dit juste que c'était pas le bon moment. Voilà, c'est la seule chose qu'il dit. Oui, mais C'était, pas le bon moment. Sur quel plan? Le plan matériel, le plan émotionnel? je sais euh, pas. Il dit qu'il était, enfin, que c'était pas le bon moment. C'est difficile d'avoir une réelle conversation avec lui. Il faut lui sortir les verres du nez. J'arrive jamais à avoir l'entièreté du fond en fait de sa pensée. Je ne sais pas. C'est ça le problème, hein, dans ce que vous me partagez, Emma. C'est que si vous n'arrivez pas à avoir une discussion sur le fond avec lui, eh bien vous allez perdre la connexion. Et la perte de la connexion fait que ça crée encore plus d'insécurité. Et l'insécurité fait que, eh bien, on se retranche chacun dans son camp. Et puis, ça crée encore une plus grande déconnexion. Bref, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Qu'il puisse dire, je me sens pas prêt pour me marier. Jusque-là, ça s'entend. C'est important qu'il puisse le verbaliser. Mais on a envie de savoir pourquoi. On est curieuse. On voudrait dire, mais Oui, raconte-moi, explique-moi ce qui se passe dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu rétropédales? Et, euh, et là, en fait, il vous donne pas plus d'éléments que ça. Ça doit être particulier non, pour vous de naviguer dans cette espèce de flou, ce brouillard. c'est pas. C'est très difficile. Alors, Ah je, oui, il dit, bah voilà, c'est pas le bon moment, on n'est pas stable. ça se tape sur quel plan? Pas stable, moi, je cherche du travail, mais bon, Oui, mais enfin, quel est le lien avec le mariage? voilà, il n'y a pas de lien. On ne sait pas si on reste dans notre maison ou si on va déménager, mais au final, c'est pas non plus un frein pour un mariage, parce que même si on déménage, pourquoi on pourrait pas se marier? Enfin, j'arrive pas à faire le lien.
Il dit qu'il y a trop de mouvements dans notre vie et que du coup, ben, c'est pas le moment. Bon, trop de mouvement. Bon, ça veut dire qu'il a effectivement une forme d'insécurité. Là, il se raccroche sur le mouvement. Bon, là, vous n'êtes pas en train de me donner des éléments Non, très, très forts et voilà, qui non. pourraient plus se comprendre. Il y a peut-être certainement autre chose derrière ça qu'il n'arrive pas à vous dire. Et c'est vrai qu'on peut le relier avec les différents points de friction que vous avez eus ensemble, Ça. avec cette différence de religion et de tradition et quelle est votre capacité à pouvoir bien dialoguer ensemble pour vous retrouver, pour rester connecté malgré la différence. Il y a pas de secret, hein. Franchement, Emma, il n'y a pas de secret dans toutes les relations. Déjà, c'est la base de la base. C'est comment est-ce qu'on communique pour être bien écouté, pour pouvoir résoudre chaque situation conflictuelle. Donc déjà, la communication, c'est la base. Et j'ai envie de dire quand en plus de ça, on ne partage pas la même religion ou la même culture, c'est encore plus important d'avoir une communication qui soit au top du top du top. Parce que sinon, ça va être compliqué. Et là, on voit bien que pour lui, c'est difficile de s'exprimer. Et pour vous, est-ce que vous arrivez à lui dire ce que vous ressentez dans votre corps, j'ai fait un lapsus dans votre corps, mais je voulais dire dans votre cœur, mais ça peut être aussi dans votre corps pour tout. Qu'est-ce que vous ressentez depuis cette annulation de mariage? Vous arrivez à lui dire? Alors, je sais, moi, enfin, j'ai un problème, j'ai un problème de communication, donc j'essaye de travailler dessus. C'est quoi votre problème, vous? Vous parlez trop ou vous parlez pas assez? Je parle, en fait, je parle, et parfois mes mots peuvent être très blessants. Vous êtes la tempête de grêle. C'est Vous ça. souvenez de ça? La tempête, celle qui a des mots forts, qui maximise ses émotions, C'est qui... ça. Parce En qu'en mode fait, tempête, je oui. souffre tellement que pour masquer ma souffrance, en fait, je vais Oui. inconsciemment, c'est involontairement, je vais dire des choses qui peuvent être blessantes parce que je suis blessée. Oui. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe chez votre conjoint? Eh ben, ça fait des blocages, évidemment, ça peut faire des conflits, évidemment, ça peut faire de la peine. Euh, Et lui, il va faire sa tortue. Ça veut dire qu'il va se renfermer dans sa carapace, moins parler, plus Et simuler. après, moi non plus, je ne parle plus. Je suis braquée et du coup, il n'y a plus personne qui parle. Sauf Mm. qu'aujourd'hui, bah voilà, je réalise que j'ai beaucoup de colère en moi. Et c'est pas parce qu'il m'a pas trompée, il m'a pas maltraitée, mais c'est au bout d'un moment, les paroles non tenues, il oublie beaucoup de choses. Il oublie tout. Il faut constamment tout lui rappeler, tout lui demander. Enfin, c'est comme si j'avais un troisième enfant là. Enfin, très souvent, il faut vraiment que je lui rappelle plein de fois, et même en lui rappelant plein de fois, il y a toujours des oublis, il y a toujours une forme de négligence qui fait pas exprès de faire vis-à-vis de moi parce qu'il l'a fait dans la vie de tous les jours, même ce qui le concerne lui ou pour le travail. Oui, mais Emma, le fait que vous voyez qu'il a des limites, qu'il a des fragilités, des défauts, jusque-là, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais ce qui est important et même essentiel pour rester en connexion, c'est comment est-ce qu'on arrive à en discuter ensemble. Mhm. Et j'entends chez vous qu'il y a un gros nœud au niveau de la communication et vous le verbalisez bien quand vous dites que vous pouvez faire votre tempête et après que lui, il se replie, puis du coup, vous aussi, vous vous renfermez, puis plus personne ne parle. Oui, c'est ça le sujet. Alors que ce soit pour une circoncision, pour des oublis, une distraction ou pour un mariage, le processus est toujours le même. Comment est-ce qu'on arrive à bien se parler pour s'écouter et se faire évoluer ensemble, quoi, et désamorcer ces situations conflictuelles? Bon, vous avez déjà une première clé, c'est que vous voyez bien que quand vous faites votre tempête, ça ne marche pas. Non. Bon, ça déjà, on va l'enregistrer une bonne fois pour toutes, Emma. Ok. Quand on menace, quand on s'énerve, quand on parle fort, quand on parle beaucoup, quand on fait un espèce de tunnel là pendant des heures, ça ne marche pas. Donc là, on va arrêter cette technique-là. Ok. Oui. Et donc, regardez, si je vous pose la question, que ferait une femme à votre place pour avoir une relation où la communication est apaisée et fluide avec son conjoint? Elle ferait quoi? Elle parlerait calmement. Déjà, on note, on l'enregistre. Elle parlerait calmement. Non, mais c'est hyper, hyper, hyper important ce qu'on se dit là, hein, toutes les deux. Parce que si on parle pas calmement, on va engendrer du stress chez l'autre. Il va plus pouvoir écouter parce qu'il va être dans son mécanisme de défense. D'accord? Il va vouloir se protéger. Il va voir oui, vos paroles comme une attaque. Et quand on se sent attaqué, on se défend. Si on parle doucement, on ne se sent pas attaqué. Et donc, on peut écouter l'autre. Ok. Quoi d'autre encore? Elle parlerait doucement et elle ferait quoi d'autre?
Et bah, du coup, je sais pas après. Mm. Eh bien, elle parlerait doucement. Déjà, donc ça c'est vraiment hyper important. Il faut comprendre que quand on est face à une tortue, vous comprenez, alors je dis cette expression tortue dans Tempête de Graal, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion d'en parler un peu sur mes réseaux ou dans le podcast, etc. Euh, eh bien, c'est vraiment ça. Donc imaginons que lui, il a aussi peur de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit intérieurement. Et quand on s'adresse à quelqu'un qui a peur, eh bien, on y va doucement pour le sécuriser. Mm. Et puis, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de montrer que vous êtes à l'écoute de ce que lui ressent. Parce que si on veut que quelqu'un nous parle, il faut montrer qu'on l'écoute. Et de nouveau, je vous pose la question parce que je suis sûre que vous allez trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour que quelqu'un nous parle, pardon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que quelqu'un se sente écouté de nous? Bah, le rassurer. Le rassurer comment? Comment est-ce qu'on fait pour que la personne en face de nous se sente écoutée? Bah, montrer, enfin, que j'ai le temps, que je suis disponible et qu'on peut discuter calmement, sans, enfin, Oui, ouais, c'est ça. Et voilà. exactement. Montrer que je suis disponible et qu'on peut discuter calmement. Ça veut dire que pour tous les sujets un peu sensibles, c'est très important de pouvoir se poser et de montrer que je suis disponible pour t'écouter. Ça veut dire que je ne prends pas de portable pendant que j'écoute. Je suis assise avec une lumière qui est agréable. On peut bien se voir. On se regarde dans les yeux et je me pose là sur le canapé avec toi et je dis je t'écoute quoi. Je te montre par mon corps que je suis dans une disposition pour t'écouter. Mm. Et ça, c'est hyper important. Oui, ça manque beaucoup chez nous, ça n'existe même pas en fait. Mhm. Il y avait un conseil qu'on donnait beaucoup, enfin, comment dire, chez les conseillers conjugaux, un peu pour une petite recette un peu pour les couples, mais je l'aime bien. Ça s'appelle le devoir de s'asseoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le devoir de s'asseoir, c'est de se dire que une fois par jour, on s'assied tous les deux. C'est un devoir, on se pose et là on se pose la question de comment est-ce que tu vas? Et en fait on va s'écouter l'un et l'autre, mais il y avait l'idée de le devoir de s'asseoir l'un à côté de l'autre au moins une fois par jour pour pouvoir se connecter. Mais Oui, évidemment qu'il est plein de bon sens, ce conseil. c'est Mm. ça. Pour se dire aussi des jolies choses, hein, parce que attendez, parce que là on dit pour résoudre des conflits, c'est bien de s'asseoir, mais aussi pour se dire des belles choses, des belles paroles d'amour, c'est bien de se le dire en montrant qu'on est disponible pour l'autre. On va mieux recevoir les belles choses qu'il a à nous dire. Oui. Donc vous voyez bien que ça manque aujourd'hui dans votre vie, de s'asseoir tous les deux, posément. Énormément. Oui, oui, oui. On prend plus le temps du tout. Enfin, en fait, bah voilà, moi j'ai tellement été prise dans cette colère en moi qui date bah, finalement de plusieurs petits événements. Voilà, il est retourné travailler après le lendemain du retour de la clinique. Il allait fêter la naissance avec ses copains. Il a oublié la fête des mères. Tous ces petits oublis au final qui m'ont mis en colère et sur une colère que j'ai pas réussi à faire passer Oui. pendant plusieurs années. Et en fait, bah, les choses s'accumulent. Et du coup, ma colère, elle est de plus en plus grosse. Donc, bah, évidemment, je prenais pas le temps, enfin, je prends pas le temps d'aller réellement le voir et lui dire, est-ce que ça va? Mm. Et aujourd'hui, ben, je suis dans un cercle de culpabilité parce que une fois aussi, on discutait il y a pas si longtemps que ça. Et dans la discussion, il m'a fait passer le message en me disant que c'était pas facile pour lui parce que il est passé, en fait, donc moi j'ai 31 ans et lui il a 28 ans. Et il m'a dit, bah, je suis passée en fait de ma vie de jeune adulte à directement homme. Voilà, il a toujours vécu chez ses parents. Après, on s'est mis ensemble, on a directement habité ensemble, donc il sait pas ce que c'est d'habiter seul. Et très rapidement, on a eu notre fille. Après, on a eu notre fils. Et voilà, il est devenu propriétaire. En même temps, il est à son compte. Donc, il a eu dans sa vie à chaque fois des grosses responsabilités rapidement. Du coup, maintenant, j'ai l'impression parfois de l'avoir forcé, voilà, à avoir cette vie de famille, cette maison, euh, et que du coup, c'est peut-être pas ce qu'il voulait au fond de lui, et qu'aujourd'hui, ben, il est triste de sa vie qu'il ne voulait pas. Mais ce que vous dites, Emma, a certainement beaucoup de sens et c'est peut-être une des explications pour lesquelles il s'est refermé et qu'il ne veut plus Mm. s'engager. Euh,
ce que vous analysez, c'est important, mais ça fait partie de donc, votre interprétation de la situation. Euh, peut-être qu'il y a une part, donc, peut-être qu'il y a une part de vrai, mais ce qui va être plus important, c'est que lui puisse le dire, l'exprimer et, comment dire, d'essayer de faire en sorte que ça vienne de lui, tout ça. Vous voyez, parce que vous, ce qui s'est passé, c'est que voyant sa fermeture, vous avez essayé de comprendre la situation. C'est un peu souvent comme ça quand on est un peu tempête de grêle. Là, je reprends mon expression. Ben, comme on est face à une tortue qui parle pas, ben, pour rester en lien, on va essayer de comprendre pourquoi la personne ne parle pas. Et donc, on va essayer de se raconter des histoires. Enfin, on va essayer de comprendre, d'interpréter la situation. D'ailleurs, on peut prendre pas mal de temps et ça peut prendre beaucoup d'énergie de toujours essayer de comprendre ce que l'autre veut, ce que l'autre pense, parce qu'il ne nous parle pas. Quand on est en couple avec une tortue, waouh, ça prend de l'énergie, quoi, parce qu'il faut tout le temps réfléchir à sa place, puisqu'il ne nous dit pas facilement les choses. Donc, vous avez fait cet exercice. Et dans un sens, c'est bien. Mais pour qu'il y ait de la connexion, ce qui va être le plus important, c'est que lui puisse vous le dire. Donc, ma suggestion, pardon, c'est de vous poser avec lui, de vous asseoir, dire, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler de ce qui est en train de se passer, parce que moi, je suis intéressée par ce que toi, tu vis. C'est-à-dire que vous allez faire avec votre langage à vous, hein, mais de lui dire, ça m'intéresse ce que tu vis, ça m'intéresse ce que tu ressens. Explique-moi, parle-moi. Et pour ça, pour qu'il vous parle, ce qu'il va falloir faire, c'est de vous retenir, de ne rien lui dire. Ne lui parlez pas de votre interprétation directement. Essayez que ça vienne de lui. Et si ça vient vraiment pas, vous pouvez lui dire, écoute, voyons, voilà, cette difficulté à discuter. Moi, ce que je me raconte comme histoire, c'est que voilà, les choses ont été peut-être trop rapides pour toi, etc. Enfin, toute l'analyse que vous venez de faire. Et puis, vous pouvez lui dire, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que je me trompe? Et puis, voilà, vous pouvez le relancer. Mais avoir en fait cette posture de, je vais décider de t'écouter. Je suis curieuse de ce que tu ressens. Et quand on est face à quelqu'un qui est curieux de nous, eh bien, on s'ouvre toujours. Vous voyez, parce que, enfin, curieux de nous dans le beau sens du terme, vous voyez, on sent que quelqu'un il s'intéresse à ce qu'on vit. Mais si on est face à quelqu'un qui est dans la, comment dire, un peu dans la discussion, en dispute, quoi, et dans la menace ou dans l'analyse même, etc., ben là, on a coup, on se referme. Mhm. Vous voyez un petit peu l'attitude à avoir? Oui, Donc, l'idée, hein, c'est que vraiment, ce que vous retenez, c'est je, c'est une décision, en fait. Je décide d'être curieuse de toi. Et donc, je vais t'écouter avec curiosité, avec un intérêt décidé pour toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment je mets de côté mes émotions, mes pensées, mes jugements, et je vais aller dans ton monde et comprendre ce qui se passe chez toi. Et avant de vouloir lui dire ce que vous pensez. Donc, vous d'accord. retenez pour le laisser parler. Oui, Vous voyez, est-ce que vous voyez comment ça pourrait être possible, ça, oui, avec je lui? vois. Oui, Mm. Et pour vous, la plus grande difficulté, le challenge, c'est vraiment, vous vous retenez de parler. Vous mettez un frein, vous dites, ah, je me tais, je dis rien, je dis rien. Juste, j'écoute, j'écoute. C'est la même chose avec les enfants, hein. Là, ce que je vous apprends pour communiquer avec votre conjoint, c'est la même chose avec les enfants. C'est apprendre aussi à écouter son enfant. Et comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant nous parle? C'est qu'on est dans cette posture d'écoute vis-à-vis de lui. Donc, on commence pas tout de suite à dire ce qu'on pense des choses, notre avis, mais d'abord, on se met à son écoute. Et ça, c'est la clé. Quand quelqu'un se sent écouté, il parle. c'est ça. Et donc, si quelqu'un ne vous parle pas, si votre conjoint ne vous parle pas, si vos enfants ne vous parlent pas, j'ai envie de vous dire, parce que vous me connaissez peut-être, mais je suis très provocatrice en disant ça, c'est de votre faute à 100%. Oui, C'est que vous le bloquez. Et je vous le dis d'autant plus que moi, avec cette technique-là dont je vous parle, enfin cette façon d'être, j'ai technique, pardon, parce que oui, effectivement, à un moment, tu te dis, voilà comment faire, mais avec une façon d'être, tout le monde peut me parler. Parce que je sais comment faire pour que les gens me parlent. Vous voyez, c'est maintenant, j'en ai fait mon métier. Mais c'est pour dire que c'est très facile en fait de faire parler quelqu'un si on comprend que pour que quelqu'un nous parle, il faut se mettre à son écoute et avoir cette posture de curiosité pour l'autre. Vous voyez un petit peu? oui. Ça, je reconnais que je je fais plus du tout attention à ça. Mm. Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis tout ça? Ben, j'ai quand même beaucoup de culpabilité en moi. Oui, je comprends. Je me dis que voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis triste, je suis en colère, mais c'est quand même majoritairement ma faute en fait. Et est-ce qu'on pourrait, au lieu de dire majoritairement ma faute, de dire oui,
il se fait que je suis à 100% responsable de la situation que je suis en train de traverser, comme lui est à 100% responsable de la situation qu'on est en train de traverser. Oui. C'est pas dire que l'un plus que l'autre, mais c'est tous les deux. Une relation, ça se co-construit. Mhm. Et donc, oui, de voir quelle est votre part de responsabilité, ça aide. Mais pas non plus, pas trop non plus, Emma. D'accord? Pas trop de culpabilité. Oui, je vois ma part de responsabilité, mais je prends pas non plus tout sur moi, tout sur mes épaules. Oui, 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 oui. Bah, c'est clair que, enfin, enfin, il y a des problèmes des deux côtés, mais je prends conscience quand même que je suis pas forcément facile non plus. Et en fait, le souci, c'est que j'ai été tellement peinée suite à l'histoire de mon père que je fais plus du tout attention à ce qui se passe autour de moi. C'est pas que je m'occupe que de moi, parce que j'ai même pas le temps de m'occuper de moi, mais je m'occupe plus du tout des problèmes des adultes autour de moi. Je suis évidemment bloquée sur mes enfants, faut que je sois là pour eux. Ils sont petits, c'est normal. Mais c'est vrai que les adultes autour de moi, que ce soit bah voilà, John euh, ou parfois des amis, mes sœurs, bah, je prends beaucoup moins de temps. Regardez, Emma, euh, ce que vous comprenez de vous, n'hésitez pas à lui transmettre ça à John. Quand vous allez vous poser à côté de lui, en disant, écoute John, je voulais te dire quelque chose. Je réalise que depuis le décès de mon père et ce suicide qui m'a tellement affectée, j'ai du mal à me mettre à l'écoute des autres. Je me rends compte aussi que je peux te parler parfois avec un ton agressif qui doit forcément te renfermer. Je me rends compte aussi que je peux voilà, être trop parlé ou je sais pas, bref. Et je me rends compte que peut-être que mon attitude voilà, nous empêche d'être bien l'un avec l'autre. Et je voudrais voilà, m'en excuser. En fait, c'est vous mettez un genou à terre. Et Oui, comme ça permet à l'autre aussi d'avoir une ouverture. Et le plus fort dans un couple, c'est le premier qui arrive à mettre le genou à terre. Hein. C'est pas celui qui résiste et qui attend que l'autre arrive. Et de dire, bah voilà, je vais faire cet effort-là. Et vous allez être bien avec votre conscience, vous allez vous sentir, oui, bien dans votre vie, d'arriver à mettre ce genou à terre. Vous voyez? La première. Et vous allez voir que les choses vont se passer avec beaucoup plus de douceur. ça, c'est vrai. Commencez par lui dire ça, vraiment. C'est la clé hein, dans l'amour. C'est la clé. Cette posture, on va dire, d'humilité. Mhm. Et, il n'y a d'amour possible que quand on a cette posture d'humilité. Et parfois, on est un peu orgueilleux et on veut avoir raison et on veut que ce soit l'autre le premier qui vienne s'excuser. Non. Et, et là, on a une voie, en tout cas, pour sortir de cette situation conflictuelle. Donc, on entend hein, que il y a des différences entre vous, mais que le vrai sujet n'est pas tant ces différences de religion. Le vrai sujet, c'est la façon dont vous échangez ensemble, vous Oui, discutez. c'est un problème de De communication maintenant. communication. Ouais, de toute évidence, chez vous, c'est un problème de communication d'abord et avant tout, et après qui peut engendrer euh, une vraie déconnexion. Donc, c'est très bien de vite, vite la réparer. Là, dès ce soir. Bon, mais, On va devoir se laisser, euh, Emma, avec tout ça, mais donc je peux vous laisser avec cette discussion? Ça va? bien. Ouais, laissez-la reposer. Prenez le temps de bien dialoguer ensemble et de retrouver de la connexion. Si vous voyez que c'est trop, 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 trop bloqué, parce qu'il y a des gros sujets, n'hésitez pas aussi à demander l'aide d'une conseillère conjugale, d'un thérapeute de couple. C'est notre métier Mhm. d'accompagner les personnes à mieux se parler, à mieux communiquer. Quand c'est bouché là, quand c'est conflictuel, bah, dites-vous, c'est vraiment notre métier. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Allez, Merci, courage à vous. Merci pour votre confiance. c'est gentil. Merci à vous. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.